Eh dis donc, ça m'a l'air d'être un bon chapitre ça, voyons voir. Alors, waouh, ok, on revient sur Askin, ok. Ouais, Yorichi, Yushiro qui est presque mort, ah c'est cool ça. Enfin, non, j'aime bien Yushiro, mais... Oh, Urahara qui revient, génial ça. Et puis la révélation sur les 5 potentiels de guerre, c'est complètement ouf. Hein, mais c'est génial ce chapitre. Enfin bon, attendez, je continue. Ah, voyons un petit peu le texte maintenant, ce qui est dit dedans. Ah, attention, Urahara il va dire un truc, il va sûrement dire un truc intelligent, je le connais. Comme ça. Suspense, évidemment. C'est long, chargement, tac tac tac. Attendez, je vais lire. On dirait que tu as le cul rempli de doses létales. Non, le démon du fanservice. Non, non. Le démon du fanservice. Sérieusement, Kubo, ça suffisait pas cette révélation? Non seulement tu fais revenir Urahara, en plus tu nous remets sur un combat qui est plutôt cool. Tu donnes une nouvelle forme de combat à Machine là, Yorichi. Tu nous révèles les 5 potentiels de guerre. Bon, peut-être que plus personne n'avait retenu le concept de potentiel de guerre, mais moi je l'avais pas oublié. Et en plus de ça, tu nous mets du fanservice de Yorichi, probablement la nana la plus sexy de tout le manga. Attention, Kubo. Hop, attention, attention, le côté obscur n'est pas loin, le côté obscur n'est pas loin. Comme dirait Yoda, plus facile, plus séduisant, mais au fond, le côté lumineux est le plus fort. Non, je rigole, j'aime bien le fanservice. Hein. Vas-y, Kubo, vas-y. Mais Kubo, il en met partiellement, il en met avec parcimonie, donc c'est très très bien. Bon, après cette intro tout à fait mal jouée et complètement exagérée, je vais pouvoir passer à la review du chapitre 662 de Bleach, chers amis. Nous allons y aller ensemble et c'est parti. Donc premièrement, je tiens à me donner quand même un bon point, à me donner une petite médaille, me lancer des fleurs parce que oui, j'avais raison sur une de mes théories, enfin mini-théories dans une review précédente, quand on était encore sur le combat God of Thunder 2, il me semble, hein, donc le combat Yorichi contre Askin, j'avais prédit que ce serait non pas Askin, non pas le Stenritter, mais ce serait de ce côté-là, ce serait Yorichi qui se transformerait en monstre, et c'est vrai. Par rapport au combat qu'on a eu, on avait 2 Stenritters qui se sont progressivement transformés en monstres au fur et à mesure des formes qu'ils prenaient. C'est vrai par exemple avec Lille et Barreau, c'était vraiment le plus flagrant, il avait vraiment 2 niveaux et à chaque fois il devenait encore plus monstrueux. Mais là, j'avais vraiment le sentiment que c'est plutôt Yorichi qui allait se transformer en démon ou en monstre ou tout ce que vous voulez. Et de fait, quand on avait laissé le combat en cours, elle avait activé son espèce de forme de Raijin Senkei, son Shunko, qui lui donnait une espèce de petite corne comme ça, qui faisait penser un petit peu à des chats. Et moi j'avais dit voilà, que je pensais qu'elle se transformerait en une espèce de chat. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, je vous passe la bande originale du flashback. Et j'ai la forte impression que ici, le monstre le monstre du combat, ce ne sera pas Askin, ce sera Yorichi. Déjà, la petite transformation des petites cornes là, et le fait qu'elle se transforme un peu en dieu God of Thunder, le Raijin, eh bien, on a l'impression que tout est un petit peu inversé. Ici, ce n'est pas le Sternritter qui se transforme en dieu, c'est la Shinigami. Oui, merci, arrêtez, merci, je sais. Je suis très heureux de recevoir ce prix du meilleur reviewer théoriste de la galaxie, merci beaucoup, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. D'ailleurs, ça, je vais le ranger, hein. Voilà, non, voilà. Ça ne casse pas. Chers amis, je pense que maintenant, passons aux choses sérieuses. Le chapitre. On a premièrement, une Yorichi qui est en difficulté. Elle est en difficulté, elle est pas bien. Yushiro est lui-même en train de mourir, elle est coincée. Askin lui a administré une espèce de petite compilation de reishi, enfin de doses létales de reishi, de nitrogène et d'oxygène. Alors bon, je suppose que ça va avoir un rapport à la fois avec le reishi, l'air qu'elle ingère et nitrogène, je sais absolument pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-le-moi dans les commentaires. Et je sais, je n'ai pas fait la recherche, j'aurais pu la faire, mais la flemme. Vous savez ce que c'est. Ensuite, on a Urahara qui apparaît, et ce qu'on peut en dire en fait, c'est que je pense que je l'aurais imaginé contre Ashvalt, mais vu que Ashvalt est désormais en train d'affronter Uryu, il faut utiliser Urahara pour un autre combat. Et c'est vrai, Urahara, on l'avait vu disparaître du groupe principal qui se bat contre le Miracle, donc c'est un petit peu normal qu'on le retrouve un petit peu, voilà, autre part, hein. Ça voulait dire qu'il était parti du groupe, qu'il était parti faire autre chose. Et évidemment, autre chose, c'est aller aider Yorichi.
Un petit big up à Ishin qui n'est toujours pas là, et il aurait été peut-être préférable qu'ils se retrouvent tous les trois parce que c'était un peu le trio qui avait affronté Aizen. Mais et en plus Aizen d'ailleurs ressemble un petit peu à Askin d'une certaine manière, donc ça aurait été marrant. Mais ça aurait été peut-être un petit peu redondant. Donc du coup j'espère qu'Ishin va apparaître dans cet arc et qu'il sera utilisé pour autre chose. Mais en tout cas pour l'instant, Urahara et Yoruichi sont réunis. Et j'ai envie de dire, voilà, bon maintenant Urahara X Yoruichi, hein, c'est confirmé. C'est même plus des fanfictions. Je veux dire, après ce qu'il vient de lui dire là, je veux bien que Urahara soit un gros pervers dégueulasse qui mate le cul de sa nana alors qu'elle est en train de crever, ça d'accord. Mais ça peut pas être gratuit. Je veux dire, il doit avoir un niveau de familiarité qui fait que voilà, ils sont ensemble. Voilà, hein, moi quoi, j'aime bien les couples, voilà, on se calme. Bon, et donc voilà, on a ensuite, une révélation assez intéressante, même supra intéressante en fait, et qui était en fait quelque chose que tout le monde avait déjà imaginé. C'était que Urahara était le 4e potentiel de guerre, et en fait, on a les 5 dans ce chapitre. Donc, premièrement, je vais m'attacher au cas d'Urahara. Donc, c'est effectivement le meilleur candidat pour figurer parmi ces potentiels de guerre. Je vous rappelle que les potentiels de guerre, en fait, c'est une liste d'individus établis par le Vanderreich, enfin par Joabak, d'individus donc qui sont dans le camp des ennemis, a priori, hein, dans le camp des Shinigami, enfin je me place du point de vue des Quincy, et qui en fait seraient tellement puissants qu'il serait préférable de ne pas les combattre et de les faire rejoindre les rangs des Quincy. En l'occurrence, on a su que Ichigo était parmi eux, puis on a su que Kenpachi était l'un d'entre eux, et enfin on a su que Aizen était également l'un des potentiels de guerre. Dans le chapitre, on a un petit peu une explication un peu plus précise de ce que sont ces potentiels de guerre, et on a pour chacun la raison pour laquelle ils sont considérés comme dangereux et très importants à recruter. Premièrement, on a Ichigo qui est considéré comme un être hybride, comme un être qui a un pouvoir latent, qui a une espèce de pouvoir exceptionnel en lui, et une espèce de potentiel à exploiter, et donc potentiellement très intéressant à recruter. Donc de ce point de vue-là, on est tout à fait ok. La seule chose que j'ai à dire, c'est que pour l'instant Ichigo il n'a pas vraiment brillé, mais on sait que au fond c'est un gars qui est à la fois Vizard, Fullbring, hybride, enfin Shinigami et humain et Quincy. Donc bon, voilà, pour le coup, c'est vrai que Ichigo c'est un être, comme on dit, transcendant, hein, un petit peu comme l'était Ginjo. C'est-à-dire qu'il a il est tellement hybride qu'il dispose d'une variété de pouvoirs qui dépassent n'importe quel autre Shinigami, quoi. On a ensuite donc l'explication pour Kenpachi, et c'est vrai, Kenpachi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est une sorte de potentiel qu'on juge qu'on juge qu'il aura plus tard, et enfin non, le pouvoir qu'on juge qu'il aura plus tard, donc à travers son potentiel, et ici c'est principalement axé sur sa force physique, et enfin plutôt sa force de combat en fait. Et c'est vrai, il y a une espèce à la fois de mental, il a un mental de dingue, un mental de guerrier, il ne s'arrête jamais, il est toujours demandeur de plus de combat. C'est d'ailleurs ce qui peut lui poser problème, parce qu'il est parfois un peu trop téméraire. Mais c'est vrai que Kenpachi a une force de dingue. Au niveau Kido, c'est une bille, hein, il est nul, mais par contre c'est vrai qu'au niveau de Zanjutsu et au niveau de sa capacité à être puissant rien qu'en utilisant un sabre qui n'est même pas libéré, c'est un des maîtres, il a un potentiel énorme en force pure, et c'est pour ça évidemment que c'est un outsider, c'est un mec qui est considéré comme potentiel de guerre. Ensuite, on a Aizen. Aizen, considéré comme potentiel à cause de son Reiatsu. Et là, je pense que ça ne trompe personne, évidemment. On l'a vu, hein, le Reiatsu de Aizen, d'ailleurs qui a continuellement grandi depuis qu'il était enfermé. Voilà, il a un Reiatsu qui à mon avis dépasse largement n'importe quel autre Shinigami, voire tous les Shinigami combinés. Voilà, j'exagère peut-être un petit peu, mais Aizen, voilà, il a un Reiatsu complètement dingue. Il a été capable de vaincre l'attaque du Mimiyagi, enfin du Kamikake, une fois qu'il avait été pris en charge par Back. Il l'a simplement repoussé et détruit avec son Kido, je crois. La boîte noire là, je sais plus, Kiriutsugi, un truc comme ça, le Kido 91, le numéro 91. Voilà, rien qu'en étant attaché à la chaise, hein, il a pas bougé, il a juste regardé au ciel et bam, il a défoncé. Donc il a un Reiatsu absolument incroyable et quasiment impossible à surpasser. Voilà. Puis on a même vu ça face à Soifon, hein, il avait déclaré que son Shikai finalement, il l'avait tout simplement annulé parce qu'il avait un Reiatsu plus fort que lui, plus fort qu'elle. Ensuite,
quatrième, et donc c'était dans le troisième dans la liste, mais je le prends en quatrième parce que c'est celui il faisait partie des deux dont on ne savait pas encore qu'ils étaient des potentiels de guerre, et c'est Ichibei. Ichibei, alors pour moi, c'est très nettement un des Shinigami les plus puissants du manga, notamment parce qu'il fait partie de la garde royale, mais aussi parce qu'il a un Zanpakuto qui est clairement un Zanpakuto divin, j'ai l'impression. Enfin, en fait, il y a moyen de ne pas du tout comprendre son Zanpakuto. Ichibei, son Zanpakuto, c'est lié à l'encre et à l'écriture, au noir, en fait. Mais c'est pas le noir, c'est pas les ombres, si vous voulez. Ichibei, son pouvoir, c'est sur les noms des choses et ce qui définit les choses, ce qui donne une identité aux choses. Et en l'occurrence, si on le pousse un petit peu dans un caractère divin, quand tu donnes un nom aux choses, tu lui donnes son sens, tu lui donnes sa signification, et au final, tu lui donnes son vrai pouvoir. Et en fait, Ichibei, en donnant les noms aux choses, il donne le pouvoir, il donne la véritable signification, la véritable identité. Or, s'il t'enlève ton identité et qu'il te donne une autre identité, enfin, je veux dire une essence, quoi, une identité essentielle au fond de toi. Et si vous voulez, c'est un petit peu un pouvoir qui crève le quatrième mur, parce que c'est comme si il était un peu le dessinateur du manga, et qu'il décidait de donner pour chaque personnage un caractère spécifique. Et là, c'est un petit peu comme s'il changeait un petit peu ses propres personnages, comme s'il se prenait un peu pour le dessinateur et les scénaristes du manga. Donc c'est un pouvoir vachement OP et complètement puissant. En plus de ça, Ichibei, il est extrêmement fort, il connaît des kido secrets, il a une maîtrise assez balèze de tout ce qui est relatif aux arts de combat des Shinigami. Donc c'est quasiment... Pour moi, il est plus fort que Yamamoto, hein. D'un Shugan, mais il est plus fort que Yamamoto. Il doit en plus avoir une expérience de taré, et c'est ce qui est souligné dans le chapitre, hein, c'est qu'il est considéré comme potentiel de guerre grâce à sa sagesse. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait en dire. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait en dire à propos d'Ichibei. Ensuite, on a Urahara. Et Urahara, c'est quelque chose qu'on pourrait également... attaché à Mayuri, c'est-à-dire qu'il est relié au potentiel de guerre par son intellect, et en fait son côté stratégique, son côté intelligent et toujours capacité d'adaptation en fait. C'est le côté imprévisible qu'il a. En fait, dans toujours l'idée d'imaginer toujours une porte de sortie quand un plan B, quoi, hein, quand l'ennemi a mis en échec le plan A. Finalement, c'est vrai. Urahara, c'est pas forcément quelqu'un que t'imagines comme étant le plus puissant en Kido, ou le plus puissant en technique de sabre, ou le plus puissant, ou ayant le plus puissant, je sais pas, Bankai, ou je ne sais pas quoi. Mais, d'ailleurs on l'a pas encore vu son Bankai. Mais, ce qu'on peut dire, c'est que Urahara, c'est quelqu'un dont tu ne penses jamais qu'il est en difficulté. À chaque fois, tu penses que Urahara, il aura toujours quelque chose dans sa botte, voilà, il pourra toujours te tirer une espèce de nouvelle petite tactique, une nouvelle petite drogue ou une nouvelle petite technologie pour pouvoir se sortir d'une situation périlleuse. En l'occurrence, c'est un petit peu le même sentiment qu'on a avec Mayuri, sauf que Mayuri, des fois on sent qu'il a une petite fragilité, notamment grâce au dernier combat d'ailleurs, mais des fois c'est plus au fait que Mayuri est un petit peu fou, quoi, hein, c'est un peu une sorte de savant fou. En l'occurrence, avec Urahara, on a toujours l'impression, voilà, il est toujours un peu ce côté comique, un peu... Par exemple avec Yori, hein, dans Turnback de Pendulum, on voit bien qu'il avait aussi des limites, hein, bon. Mais au fond, au niveau, quand il revêt son caractère sérieux, Urahara, on a toujours l'impression qu'il a une longueur d'avance, quoi. Donc voilà un petit peu ce pourquoi il est considéré comme un potentiel de guerre. Effectivement, il a une espèce de force intellectuelle, capacité d'adaptation, et il connaît des tas de choses, et il peut s'aider de technologies et de choses qu'il invente. Donc le gars, il a des ressources absolument incroyables. Finalement, c'est quasiment la ressource de pouvoir la moins comment dire, prévisible, et puis la moins contrable. Contrable, ça ne veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est celle qui est le plus difficile à contrer, parce que justement, tu ne sais pas ce qui peut arriver, il peut inventer absolument tout ce qu'il veut. Donc voilà. En plus de ça, il sait également utiliser des kidos d'un assez haut niveau, donc du coup, il est assez versatile, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il est considéré comme une vraie menace. Par contre, j'aurais quand même quelque chose à dire sur les potentiels de guerre. Je trouve que Ichibei fait un petit peu tâche, non pas que je le trouve pas puissant, mais je trouve que dans les potentiels de guerre, ce qui était amusant, c'est qu'on n'avait pas du tout les vieux Shinigami avec de l'expérience, ceux qu'on pouvait croire être les plus puissants, et qui le sont d'ailleurs, hein. Je pense que voilà, les Shinigami les plus puissants, c'était très certainement les plus vieux, du style Yamamoto, Kyoraku, Ukitake, Unohana, Kokoro Ukitake.
il est quand même vachement réduit par sa maladie. Mais voilà, Unohana, même Sasakibe, hein, qui était un vieux, qui était un lieutenant, mais qui était parmi la vieille génération. Donc voilà, et en face, on avait donc les potentiels de guerre qui étaient en fait Ichigo, qui était Kenpachi qui est une forme d'outsider aussi, hein, je veux dire, il connaît même pas le nom de son Zanpakuto. C'est un genou, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est pas un genou parce qu'il est là depuis assez longtemps, mais il a plein de choses à apprendre, à la fois sur lui-même et sur les arts des Shinigami. Donc voilà, encore une fois, c'était des outsiders. Pareil, Aizen, il a un talent exceptionnel, c'est un prodige, il répond pas du tout aux critères normaux des Shinigami, c'est vraiment un outsider. Et en dernier lieu, évidemment, notre ami Urahara, qui est quasiment quelqu'un d'extrêmement mystérieux, extrêmement connaît très mal ses intentions, ses réelles intentions, ses réels pouvoirs. On sait pas vraiment si c'est un clown ou si c'est un manipulateur. Même on sait même pas si c'est un vrai gentil. Si ça tombe, il pourrait s'avérer comme étant un méchant à la fin. Hein, ce serait génial comme plot twist quand même. Donc voilà, un personnage très mystérieux, un personnage qui a été viré de la Soul Society. Donc c'est pareil, c'est un outsider, c'est un mec qui est borderline, c'est pas un mec normal. Donc voilà un petit peu ce que je pense à propos de lui. En l'occurrence, une autre chose que je dirais à propos de Urahara, c'est que il a comment dire. Quand je disais que sa puissance qu'elle était difficile à contrer, il y a possibilité qu'on découvre dans ce combat son Bankai. Et son Bankai, je l'avais imaginé comme étant quelque chose qui ne pourrait pas, comme on avait dit face à Chad, hein, qu'il ne pourrait pas être utilisé pour entraîner quelqu'un. Je pense que finalement son Bankai pourrait très bien être une technique d'anti-pouvoir en fait, qui s'adapte à tout, à l'image justement de ce pourquoi Urahara est craint. Ce serait un Bankai qui serait capable en fait de s'adapter à toute forme d'autre Bankai, de créer de nouvelles techniques et d'annuler en fait, ce que j'avais dit en fait dans ma vidéo théorie sur les Bankai, d'annuler en fait le pouvoir qu'il contre. Et je pense d'une certaine manière qu'il pourrait aussi tout à fait avoir un Bankai modifié comme l'avait fait notre ami Mayuri. Donc voilà, je pense qu'il pourrait très bien avoir un Bankai modifié. En l'occurrence, à la base, son Bankai c'est Benihime, c'est-à-dire la princesse écarlate. Donc on pourrait très bien avoir quelque chose toujours relatif à son énergie un petit peu rouge qu'il avait utilisée pour ses techniques. D'ailleurs, toutes ces techniques, hein, que ce soit Shibari, que ce soit, je sais plus, toutes ces techniques là qui étaient rouges, Yasobi, qui y avait quoi d'autre? Enfin oui, soit le bouclier rouge, soit l'espèce d'éclair rouge, de laser rouge, soit l'espèce de filet rouge qui explosait en une espèce de flamme. Soit encore, je sais pas, ah oui, l'espèce de technique qui annulait comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs. Mais enfin bref, voilà, donc on pourrait imaginer un pouvoir à la fois donc, esthétiquement ressemblant à son Shikai avec de l'énergie rouge, mais qui pourrait annuler, complètement s'adapter à toute forme de pouvoir qu'il pourrait rencontrer. Donc voilà, et j'espère qu'on va le découvrir contre Askin. Il faut dire aussi, alors, un petit point sur Askin. Askin, je trouve qu'il est assez cool parce que, alors non seulement je trouve que j'aime bien ce personnage qui reste lui-même, qui reste humain, qui est pas un monstre, hein, et en même temps qui a ce côté un peu beau parleur. J'aime bien ce côté un petit peu poseur, et en même temps voilà qui a un certain code, voilà, qui parle des femmes, sa façon de voir les femmes, qui vient voir Yoruichi, et Yoruichi qui lui dit ouais putain je comprends rien ce que tu me racontes, ou alors oui non, quand il se prenait du thé, enfin c'était énorme, quand il était comme ça accroché un petit peu en mode chanson sous la pluie, tu sais, ce mec est un petit peu en mode tu vois, gentleman, voilà, un petit peu gentleman, un petit peu troller, gentleman, mais également un côté comique dans l'idée que c'est un peu un punching ball au début, quoi. L'idée c'est qu'il faut qu'il encaisse pour pouvoir s'immuniser être immunisé des attaques qu'il rencontre. Voilà un petit peu donc ce qu'on peut dire sur Askin. En dernier lieu, je parlerai évidemment de la dernière forme de Yoruichi. Alors est-ce que, je sais pas, dites-moi, est-ce que Yoruichi a été changé en démon en chat, par rapport à ce que Urahara lui aurait mis dans le cul? Oui, c'est très bizarre cette phrase, je sais. Non mais c'est une vraie question. J'ai l'impression que il lui a injecté quelque chose, et c'est une espèce de drogue qui a annulé le pouvoir d'Askin, qui l'a fait en fait qui l'a fait se booster instantanément, et qu'il a en fait ensuite se fait transformer. C'est pour ça que j'avais fait ma danse au début, enfin j'avais reçu mon prix au tout début. C'est que, voilà, comme je l'avais dit, elle se transforme en monstre, elle se transforme en une espèce de forme hybride chat et Shunko en forme d'éclair, comme en fait le pressentait, en fait, on pouvait le pressentir d'ailleurs du fait qu'au début du manga elle s'était transformée en chat, et que voilà,
elle est un petit peu, elle a des surnoms du style la déesse de l'éclair, et en même temps elle a un petit peu un côté chat, quoi. Elle se transforme en chat, puis c'est quand elle était jeune, je crois, elle avait des... Maintenant d'ailleurs depuis le début elle a ses petites oreilles de chat avec sa coiffure. Donc bon, on pouvait imaginer une forme comme ça. Après qu'elle se transforme comme ça, c'était un peu bizarre. D'autant plus que la forme est assez chelou, hein. C'est une espèce d'armure d'éclair, enfin de vêtements d'éclair. Elle a plus d'ailleurs, les gars, je ne sais pas comment elle va dessiner ça Kubo parce qu'elle a plus du tout de vêtements. Hein. Donc voilà, elle a une espèce de queue de chat et elle a une espèce de petite langue pas de félin, plus presque reptilienne. Donc c'est vraiment un monstre hybride. Je pense que c'est une version un petit peu améliorée de son Shunko, et qu'elle va pouvoir avoir plus d'agilité, plus de rapidité, qu'elle sera plus performante au niveau physique. Après, est-ce qu'on va voir un Zanpakuto de la part de Yoruichi? Je ne suis pas sûr, et honnêtement, moi je vais vous dire un truc, je n'attends pas qu'on trouve de Zanpakuto. J'aimerais qu'il nous explique peut-être pourquoi elle n'a pas de Zanpakuto. Ça, j'aimerais bien connaître un petit peu l'histoire de pourquoi elle n'utilise pas de Zanpakuto, qu'on ait au moins une raison. Parce que, au moins, tu vois, de l'autre côté, on a Soifon qui utilise les mêmes techniques que Yoruichi, mais qui a quand même un Zanpakuto. Donc techniquement, il y a possibilité de lier les deux. Mais avec Yoruichi, on n'a jamais eu... On a vu sur certaines images qu'elle avait un Zanpakuto, dans le flashback notamment. Mais voilà, j'aimerais qu'on nous explique, mais j'aimerais pas qu'il utilise son Zanpakuto, parce que pour moi, Yoruichi, c'est quelqu'un qui utilise une autre technique de combat, voilà, qui n'est pas forcément liée au Bankai, mais vous voyez, on peut avoir de la force sans avoir recours au Bankai, hein, les amis. Donc on peut vraiment se défendre avec un Shunko ou avec le Hakuda ou avec le Kido. Regardez par exemple Hachigan, il a défoncé, il a réussi à vaincre Baragan avec une technique de Kido, donc bon, pas besoin de Bankai. Donc voilà un petit peu, je terminerai juste par dire que finalement Kubo revient sur la formule 2 vs 1, 2 Shinigami, 1 Stenritter, mais là, la petite différence c'est qu'on a quand même 2 Shinigami d'énorme niveau, hein, c'est du gros niveau, hein, Yoruichi et Urahara, et en face on a un Stenritter qui potentiellement du coup est un Stenritter très puissant, et du coup c'est peut-être finalement d'une certaine manière c'est peut-être une façon de nous dire Askin est l'un des plus puissants, voilà. C'est ce que je pense, hein. Et donc j'espère que le combat va continuer de cette manière, toujours avec de l'humour, un peu un côté clownesque de la part de Ohara. Les interventions, les interactions entre les deux de toute façon sont toujours assez hilarantes, et en plus avec le troisième larron qui est Askin, je pense que ça promet en termes d'humour. Je pense qu'il y a vraiment matière à faire des trucs très drôles. Et donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc petit récapitulatif, on a les 5 potentiels de guerre révélés, Urahara qui se joue en combat, et une nouvelle forme de chat, donc chat démon, hein, un peu comme vous voulez, pour Yoruichi. Je pense que le combat va être assez cool parce que on a vraiment, je trouve, un niveau assez équivalent de chaque côté. Je pense qu'il n'y a pas, tout le monde va un petit peu à fond, quoi. Et chacun utilise ses techniques un petit peu, d'ailleurs, des techniques assez originales de chaque côté. J'espère vraiment que Urahara va utiliser son Bankai et qu'il sera, parce que c'est le deuxième Bankai après celui de Kyoraku qui était le plus hypé depuis le début du manga, enfin depuis qu'on en parle. Donc voilà un petit peu, j'espère que Kubo saura répondre à nos attentes. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine et passez une excellente soirée. Allez, ciao!